de Christophe Dominici, c'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bonne année sportive 2025 à toutes et à tous. Installez-vous bien confortablement dans votre siège, chers abonnés de JT Sport. C'est le 10e podcast de cette saison 2024-2025. 10 comme des numéros iconiques. Zinedine Zidane, François Trinduc et évidemment, on y pense tous, notre monteur du jour, Quentin Girard. Le reste de l'équipe du jour dans les cages de la régie, Jean Comuguer et Amélie Soulaire, pour défendre notre région, Corentin Delorme. Juste après, on va fêter la 3e sélection nationale de Romain Broban. Et là, attention, ça va aller très vite, accélération, virgule, petit pont, frappe. On écoutera les brèves de Daniel Lumbroso. Puis avec la finition de Zakaria Abourlal, ce sera la carte blanche de Pierre Bourgeois. L'arbitre de ce podcast, c'est moi, Ludovic Torel, et on va siffler le début avec l'actu régionale. Corentin, bonjour. Salut Ludo. Le week-end des équipes toulousaines a été agité. C'est le moins qu'on puisse dire, Ludo. Les Toulousains sont passés par toutes les émotions ces 2 derniers jours. Ça a commencé samedi soir à La Rochelle en top 14. Le stade toulousain se déplaçait avec une équipe très jeune, avec un seul joueur né avant l'an 2000 aligné dans le 15 de départ, en la personne de Cyril Baye. Malgré le déséquilibre apparent, le match a été serré jusqu'au bout. Après une entame difficile, les jeunes Toulousains sont petit à petit revenus pour mener, avant de se faire surprendre avant la pause. Au retour des vestiaires, même son de cloche avec des Rochelais conquérants qui n'ont jamais vraiment réussi à creuser l'écart. Résultat, Toulouse a fini par revenir et égaliser sur un drop de Delpier à la 77e, mais le scénario a été cruel pour les jeunes rouges et noirs, punis sur une ultime pénalité frappée par Antoine Astoy à la 82e. Sur le gong, Toulouse s'incline 22-19 et repart quand même avec un bonus défensif bien mérité, un résultat qui fait les affaires de l'Union Bordeaux-Bègles, qui reprend la tête au stade toulousain avec 3 points d'avance, à la suite de sa victoire contre le Stade français 46-19. Au moins, les footballeurs s'en sont mieux sortis que leurs homologues de l'Ovalie. Le TFC avait passé les fêtes au chaud après sa victoire 1-0 sur Saint-Etienne et a démarré l'année 2025 de la même façon. Face à Lens, Toulouse a réalisé une très bonne opération en s'imposant sur le même score que face aux Verts. Dans un match tendu et longtemps indécis avec beaucoup de faits de jeu, Toulouse a su profiter de sa supériorité numérique, intervenue à la 61e après une vilaine semelle de Pereira da Costa. Dans une fin de match tendue, le TFC a obtenu un pénalty généreux converti par Zakaria Abourlal à la 73e. Si l'arbitre a été au cœur des discussions, entre un rouge considéré comme polémique ou encore un pénalty oublié pour les violets en première mi-temps, les Toulousains en ont profité et repartent avec 3 points précieux. Le TFC est 8e de Ligue 1 avec 24 points et n'est plus qu'à 3 unités des places européennes. Merci Corentin et bravo au TFC, le Pas-de-Calais est viola, mais il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi le Trophée des Champions. Ce dimanche 5 janvier à 17h30 dans le stade 974 de Doha, au Qatar, le PSG, champion de France en titre, affrontait son dauphin, l'AS Monaco, dans un match long. C'est l'objet de notre chronique Natio, tout de suite avec Romain Breban. Salut Romain. Salut Ludo. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Dans une rencontre pourtant prometteuse sur le papier entre un Paris Saint-Germain en difficulté et une équipe monégasque en forme sur son début de saison, hier à Doha, c'était un peu voyage au bout de l'ennui. Malgré les 40 tentatives d'ouvrir le score, impossible de voir le moindre but. La faute à une défense exemplaire du PSG et à un Philippe Keun impérial dans les cages de Monaco. C'est finalement celui qui a le plus raté dans sa finition tout au long du match qui a délivré l'équipe de la capitale dans le temps additionnel. En bout de course côté gauche, lancé par Mayoulou, Fabian Ruiz adresse un centre sur lequel Ramos est trop court, mais Dembélé, seul au second poteau, n'a plus qu'à conclure seul dans un but vide pour délivrer le club parisien et lui offrir son 13e trophée des champions. Et tu l'as dit, Dembélé a délivré le PSG, mais dans l'ensemble, son œuvre laisse encore à désirer. C'est un peu l'enfant turbulent de cette équipe. Il accélère dans tous les sens, dribble, humilie, mais quand vient à finir, c'est toujours le même problème, rien ne veut rentrer. Pourtant, sa prestation ne laissant rien à désirer, doué dans le jeu, il est celui qui a créé le plus d'occasions. Repositionné en faux neuf par Luis Enrique, Dembélé en chef d'orchestre n'a perdu qu'un seul ballon durant le match. Le problème est peut-être ailleurs alors, ailier de métier et avec Gonzalo Ramos véritable avançante sur la pelouse, ça a fini par payer. Et certains fans n'ont payé que 100 € pour assister à cette rencontre sur un autre continent. Oui, le match se déroulait dans le pays propriétaire du Paris Saint-Germain, un avantage non négligeable pour les supporters. Pour attirer plus de public dans un match délocalisé au Moyen-Orient, le club de la capitale a proposé un package voyage à ses fans les plus fidèles. Un voyage à Doha du 4 au 6 janvier, hôtel, repas, place pour le match et transport sur place pour la modique somme de 100 €. Une offre biaisée par la position du Qatar dans cette rencontre, alors que Monaco n'a pas suivi le pas. En signe de protestation d'une rencontre française expédiée à l'autre bout de la planète, au final, un stade à moitié plein, pourtant annoncé à guichet fermé par les Qataris.
Merci beaucoup Romain qui peut maintenant soulever le trophée des champions de l'EJT Sport, mais tout le monde va recevoir sa médaille, et pour Daniel, c'est celle des brèves. Bonjour Daniel. Bonjour Ludovic. C'est le championnat qui nous a tous passionnés pendant les vacances de Noël. Luc Littler a remporté ce 3 janvier son premier titre de champion du monde de fléchette à seulement 17 ans. Il fait tomber en finale le néerlandais Michael van Gerwen sur le score de 7-3. Et côté tennis, nos Français ont déjà brillé en 2025. Alexandre Muller a rempli ses résolutions pour le nouvel an, gagner un titre. Ce dimanche 5 janvier, le Français a remporté le tournoi ATP 250 à Hong Kong. Il s'impose contre le Japonais Kei Nishikori sur le score de 2-6, 6-1, 6-3. Au classement, il occupe désormais la 56e place au classement. Restons avec nos Français où Sébastien Loeb espère encore remporter le Dakar. Eh bien malheureusement, il n'y a que l'espoir qui peut encore le sauver. 17e avec 30 minutes de retard sur la première place. Les problèmes mécaniques se sont enchaînés pour lui pendant les 48 heures chrono. Le pilote français le résume simplement, c'est un peu con. Direction Chicago maintenant où un 8e numéro va être raccroché au United Center. Le numéro 1 ne pourra plus être porté par un joueur des Chicago Bulls. C'est ce qu'a annoncé la franchise à Derrick Rose. Recruté en 2008, il est élu rookie de l'année et devient en 2011 le plus jeune MVP de l'histoire. Un bel hommage pour l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la franchise. On reste encore un peu basket avec un nouveau record qui est tombé. LeBron James écrit encore plus son nom au panthéon du basket. Il dépasse Michael Jordan puisqu'il a inscrit à 563 reprises 30 points en un match. Lors de la rencontre contre les Atlanta Hawks, il fait encore une très belle perf avec 30 points à 65% de tirs réussis. Merci beaucoup Daniel, enfin bon, 65% de tirs réussis, c'est bien, mais Pierre a de meilleures stats avec ses 100% de chroniques louées par les experts. Notre ultra toulousain s'avance dans le tunnel pour nous distiller une nouvelle performance journalistique sur cette carte blanche. Bonjour Pierre. Salut Ludo. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il nous casse les... Ouais, je voulais discuter d'un sujet dont on parle de plus en plus en ce moment, les calendriers surchargés. On l'évoque souvent dans le foot ou dans le basket, mais c'est aussi le cas au rugby. L'événement qui a relancé le débat, c'est le match entre La Rochelle et Toulouse qui a eu lieu ce samedi. Pour ce choc entre les deux meilleurs clubs français de ces dernières années, Toulouse est venu avec une équipe très remaniée, pas de Dupont, Tamac ou Ramos, mais une bande de jeunes joueurs inexpérimentés et méconnus du grand public. Est-ce que tu sais pourquoi, Ludo ? Alors bien sûr que je sais pourquoi, mais je vais te laisser l'honneur de donner tes infos. Eh bien, c'est à cause du long périple qui attend les Toulousains cette semaine. Pour leur 3e match de Coupe d'Europe, ils se déplacent à Durban pour affronter l'équipe sud-africaine des Sharks samedi prochain. Oui, ils vont en Afrique du Sud pour de la Coupe d'Europe. Et comme ce match est capital pour terminer en tête de sa poule, le stade veut mettre toutes les chances de son côté en préparant au mieux ce long déplacement. Plus de 8000 km, 12 heures de vol, autant dire que les prochains jours ne vont pas être de tout repos. C'est pour ça que cette semaine, les cadres des Rouges et Noirs étaient au repos. Et ça a déçu pas mal de supporters, notamment des supporters rochelais qui s'attendaient à les voir jouer ce week-end à Marcel de Flandre. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à s'être insurgés contre ces calendriers surchargés qui gâchent parfois le spectacle. C'est vrai qu'entre Top 14, Coupe d'Europe, test match avec le 15 de France et tournoi de destination, les meilleurs joueurs français ne peuvent pas jouer tous les matchs. Et la compétition qui en subit les conséquences, c'est le Top 14, où les cadres sont plus facilement remplaçables. Disons que j'ai bien aimé le match du jeune Valentin Delpy ce samedi, mais je l'aurai pas envoyé au charbon en Afrique du Sud. Et du coup, nos stars manquent au championnat de France. Tu sais combien de matchs Antoine Dupont a joué en Top 14 en 2024 ? Alors si je me souviens bien, pas plus que 10. Il en a joué 12 sur 28 possibles, moins de la moitié. Alors Dupont, c'est l'exemple extrême parce qu'il a consacré du temps à la préparation des Jeux Olympiques à 7, mais on peut citer d'autres joueurs, par exemple Movaca et Marchand qui n'ont joué que 14 matchs, ou Kroos qui n'en a disputé que 15. Que ce soit pour les supporters qui sont parfois frustrés de ne pas voir les meilleurs joueurs sur les pelouses du Top 14, ou pour les joueurs eux-mêmes qui subissent une cadence infernale, ces calendriers surchargés sont un vrai problème dans le rugby d'aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ce problème ? Ouais, on peut essayer de réfléchir à des solutions, par exemple créer des fenêtres internationales pendant lesquelles le Top 14 s'arrêterait complètement pour laisser place au match de l'équipe de France, c'est par exemple le cas au foot, mais disons que ça rallongerait beaucoup la durée de la saison. Il y a une idée de passer le championnat de 14 à 12 équipes pour raccourcir la durée de la saison qui a déjà été étudiée dans le passé, mais c'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui. Donc pour le moment, difficile de voir comment la situation pourrait évoluer dans le bon sens. Peut-être qu'éviter d'envoyer nos clubs français en Afrique du Sud en plein milieu de la saison aurait été un bon début. Merci beaucoup Pierre, on ne pourra pas dire que je vous ai pas prévenu avec encore une excellente chronique. De toute manière, EJT Sport, ce n'est que le haut du panier, la crème de la crème, le maillot jaune, tout ce que vous voulez. Et ils vont encore vous le prouver avec le quiz. Autour de la table, on aura d'un côté Corentin et Daniel, et de l'autre on aura Pierre et Romain. Je vous rappelle les règles du quiz, 4 questions, tour à tour les équipes répondent.
Si elles répondent sans indice, ça vaut 3 points, 2 points si elles demandent 4 choix et 1 point si c'est entre 2 propositions. Corazón te gusta? How's the feeling of the game, of the match? ¿Qué te pensa? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Et on commence avec l'équipe de Corentin et Daniel. Première question, quel est le nom principal du match qui oppose Liverpool à Manchester United? Comme ça, le nom, j'ai pas compris. Le nom de la rivalité. Tu dois savoir ça, toi. Oh putain. Je rappelle que C'est ton Daniel club. supporte Manchester United, bien sûr. Je ne l'ai pas. On prend carré. Ouais. Allez, carré. Alors carré, vous avez le choix entre Derby de la Mersey, Red Derby, Derby of England ou North East Derby. C'est quoi le deuxième? Derby Red? Red Derby, ouais. Moi j'ai envie de dire Derby de la Merci, mais c'est avec Everton ça. Ah, je crois. On tente le Red. Ouais, on prend l'autre deuxième. Et c'est une mauvaise réponse. C'est tout à fait le Derby of England. Désolé Jean-Com qui nous fait des signes à la régie. Alors, c'était presque ça puisque le North-West Derby existe aussi pour désigner cette rivalité. Mais non, c'est une mauvaise réponse malheureusement sur le match qui a fait 2-2 ce week-end. 0 point pour Corentin et Daniel. Et on va passer à la deuxième question avec Pierre et Romain. Après sa demi-finale au tournoi de Brisbane, à quel tournoi Giovanni Pesci-Péricard a-t-il déclaré forfait? Je pense que je vais tenter cash Auckland. Et c'est une excellente réponse, bravo! 3 buts, non, 3 points, 0 pour Pierre et Romain. On va passer troisième question là, pas le choix, il faut le cash si vous voulez l'emporter. Ça va être dur. Quel biathlète a annoncé la fin de sa carrière à 29 ans? Cash Chloé Chevalier. Excellente réponse. Il n'a pas hésité la moindre seconde. C'est une égalisation 3-3. C'est une annonce qui a surpris tout le monde dans le monde du biathlon, parce qu'elle a déclaré, je cite, « Je n'ai plus assez de motivation et d'envie pour faire du sport en compétition ». Dernière question pour enfoncer le clou. Même un duo suffit pour l'emporter. Sous quel autre nom est connue la zone de convergence intertropicale par rapport au Vendée Globe? Wow. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre du haut. Donc réponse A, le poteau chaud. Réponse B, le poteau noir. Franchement, je te laisse la responsabilité. Parce que C'est tellement injuste. On va tenter la première, le poteau chaud. C'est le poteau noir, malheureusement. Et oui. C'est une zone avant l'équateur où les systèmes météorologiques des deux hémisphères se rencontrent. Donc il peut y avoir pas mal de tempêtes et parfois des zones très calmes, mais en tout cas ça peut rebattre les cartes pour le classement du Vendée Globe, et Charlie Dalin et Johan Richomme s'en rapprochent de plus en plus, donc c'est pour ça qu'on en parle. 3 partout, donc égalité parfaite, c'est magnifique. Des grands matchs qui se finissent sur 3 partout, c'est beau. Donc vous repartez avec une photo dédicacée de Monsieur Pierre Ginaba, il faut aller la réclamer au premier étage. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Malheureusement, on doit déjà siffler la fin du podcast. Merci et bravo à Corentin, Romain, Daniel, Pierre, Jean-Com, Amélie et Quentin, femmes et hommes du match du jour, 10 sur 10 dans l'équipe de demain. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, EJT Sport et Instagram EJT.sport. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine et vivez sport! Top.